Bonjour à toutes et à tous. Merci également au Mundaneum pour cette invitation. Donc, après les voyages, moi je vous invite plutôt à revenir en classe. Je vais en effet essayer d'analyser avec vous les possibilités qui sont offertes aux enseignants pour développer ce travail de mémoire avec leurs élèves à un niveau qui est généralement peu susceptible d'aborder ce genre de sujet, à savoir l'école primaire et le début de l'enseignement secondaire. Alors, voilà, donc je vais rapidement suivre un plan en 4 points. Donc tout d'abord, mais très rapidement, reposer le rôle de l'école en matière de transmission de la mémoire. Ensuite, voir ce qu'il en est au niveau de cette transmission, justement, à travers les référentiels actuels ou les référentiels qui sont en voie de disparition, je dirais, puisqu'on est dans une phase de transition avec la mise en œuvre du tronc commun et l'implémentation des nouveaux référentiels, notamment nouveaux référentiels en histoire. Ensuite, je vous présenterai quelques enseignements d'une analyse, d'une enquête que nous avons menée au niveau de la Haute École Louvain-en-Hainaut, une enquête au sujet des pratiques de classe en matière de transmission de la mémoire dans les écoles primaires et au début du secondaire. Et enfin, je vous présenterai le nouveau référentiel avec les perspectives qu'il peut ouvrir, mais aussi un certain nombre de questions que pose ce nouveau référentiel en matière de transmission de la mémoire. Alors, en guise d'introduction, je dirais une petite citation de Nicole Tutio-Guillon qui, en 2002, faisait ce constat. La mémoire du XXe siècle, ou plus exactement celle des drames qui ont jalonné ce siècle, est en train de changer de statut. De mémoire vive, biographique, portée par les témoins, elle devient mémoire patrimoine, reçue par de nouvelles générations, ou mémoire menacée de disparition. Il semble alors logique, dit-elle, pour éviter l'oubli, de se tourner vers l'école, lieu de transmission d'une mémoire collective à travers l'histoire scolaire. Et c'est justement cette citation, entre autres, qui m'a incité à développer un petit projet de recherche au niveau de la haute école. Je me suis en effet demandé, mais finalement, quelle est la place de cette transmission de la mémoire à travers l'enseignement de l'histoire. Je suis formateur pour les instituteurs primaires et pour les régents, comme on disait il y a quelque temps, en sciences humaines. Et je suis particulièrement chargé de la formation historique de ces futurs enseignants. Et donc la question était, mais quelle place, quel rôle ces enseignants peuvent-ils déjà jouer en matière de transmission de la mémoire dans ces cours de formation historique, cours qui répondent à toute une série de demandes et de demandes sociétales en particulier. Alors justement, il y a un texte qui est vraiment fondamental, c'était le fameux décret mission, donc décret qui définissait les missions de l'enseignement, un texte déjà ancien, de 1997, qui posait parmi les objectifs, finalement, les finalités de l'enseignement, la transmission de l'héritage culturel, la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le présent, le passé et le présent dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie, et enfin la compréhension de l'histoire et plus particulièrement la dimension de la construction européenne. Alors, ce ne sont là que 3 points, il y en a une dizaine, mais ce sont là 3 points qui touchent directement au domaine de la formation historique. D'autres disciplines sont aussi concernées, bien entendu, mais la dimension historique est ici particulièrement visée. Alors bien sûr, 1997, le décret mission, c'est bien, mais c'est vieux. Donc il a été remplacé ici en 2019 par le décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement obligatoire. Je vous passe les détails. C'est le décret qui fonde en fait
qui a été rédigé et voté dans le cadre de la mise en place du pacte pour un enseignement d'excellence et qui organise, entre autres choses, le tronc commun. Eh bien, on voit que les rédacteurs de ce nouveau décret ne se sont pas trop trop cassé la tête, puisqu'ils ont repris intégralement, c'est un vrai copier-coller, l'article 9 du décret mission qui se retrouve désormais sous le numéro 1413 de ce fameux décret code. Le décret mission, par ailleurs, pardon, oui, voilà. Alors, le décret mission s'est accompagné, je dirais, en 2009 par le décret transmission de la mémoire dont on vous a déjà parlé tout à l'heure, sur lequel je ne vais pas insister, mais simplement ce décret qui ne concerne pas que l'école, mais concerne aussi l'école. Et là aussi, il y a bien un appel à veiller à transmettre auprès des jeunes générations la mémoire des événements et, comme le précise l'article 1er de ce décret, la mémoire de certains événements, notamment politiques et sociaux, tragiques de l'histoire, afin de favoriser la réflexion critique et le développement d'une citoyenneté responsable. Alors, à partir de là, je me suis demandé quelle était la transcription ou la traduction de ces belles intentions décrétales dans les référentiels qui organisent l'enseignement de l'histoire à l'école primaire et au niveau du secondaire. Alors, si on prend les socles de compétences, c'était donc l'ancêtre du nouveau référentiel de formation historique, géographique, économique et sociale. Ces socles de compétences, en fait, donnent le cadre général dans lequel vont s'inscrire les différents programmes d'études. Et ce que l'on voit, c'est que ces programmes, donc de la fin des années 90, début des années 2000, mettent l'accent sur la démarche scientifique, le développement de savoir-faire spécifiques et des savoirs spécifiques, bien entendu, liés ici à l'histoire. C'est l'organisation du temps, le mode de vie à une époque déterminée, la nature d'une trace du passé et l'évolution du mode de vie. Donc, a priori, une lecture superficielle nous dit, bon, bah, là-dedans, il n'y a pas grand-chose pour la transmission de la mémoire de ces fameux événements dramatiques ou traumatiques du XXe siècle. Ça, c'était pour l'enseignement primaire et secondaire, le début du premier degré du secondaire. Et pour l'enseignement secondaire, eh bien, on voit que ce soit au niveau de la formation historique en tant que telle ou de la formation historique et géographique, donc histoire, c'était pour l'enseignement de transition, FHG, c'est pour l'enseignement qualifiant, eh bien, on voit là aussi que l'accent était mis finalement sur le développement de compétences, de savoir-faire, à travers des moments clés, bien entendu, mais des moments clés qui sont abordés de manière chronologique. Et donc, on part en première, si on est dans l'enseignement officiel, en première secondaire, ou si on est dans l'enseignement catholique, après le cours d'études du milieu en première, deuxième, on commençait le cours d'histoire en troisième, mais on commençait toujours par les périodes les plus anciennes. Donc on commençait avec l'Antiquité pour terminer, avec le XXe siècle au niveau de la dernière année d'enseignement obligatoire. Alors, comment les programmes avaient traduit ces référentiels? Eh bien, sans grande surprise, finalement, les programmes ne laissent pas de place réelle à cette dimension mémorielle. Puisque, vous le voyez ici, au niveau de l'éveil, donc pour les cours pour l'école maternelle et primaire, eh bien, on est sur le développement des repères temporels et des notions temporelles, l'utilisation d'un certain nombre d'outils, hein, comme les lignes du temps, les calendriers, une première approche critique de documents, et finalement, il s'agissait d'amener l'élève à comprendre quelques aspects de notre mode de vie, mais on est là dans l'optique d'une approche, je dirais, matérielle des civilisations, et de la civilisation européenne en particulier. Sans doute là est le poids, hein, de l'école des annales, etc., où on avait beaucoup mis l'accent sur l'histoire de ces civilisations matérielles. Alors,
l'argument, c'était de dire qu'à l'école primaire, des enfants de 10, 12 ans n'avaient pas la maturité suffisante, n'ont pas la maturité suffisante pour aborder des questions complexes, abstraites et émotionnellement peut-être trop fortes. Donc, on voit que finalement, en matière de transmission du savoir historique, le savoir n'est jamais qu'un prétexte pour développer des compétences et des savoir-faire, et c'est parfois traduit dans les classes de manière un petit peu, je dirais, j'ose le mot, de manière un petit peu absurde, parce qu'on va demander aux élèves de classer des documents en fonction de leur nature, mais c'est pour le plaisir de classer des documents, quoi. En fait, après ça, on ne va rien en faire. Et puis on passe à autre chose, on va passer à un autre savoir-faire. Alors, tout le monde ne procède pas de la sorte, hein, bien entendu, mais enfin, ce sont des cas qui arrivent, parce qu'il faut quand même se rappeler aussi que les enseignants en primaire ne sont pas des historiens. Les enseignants du secondaire inférieur ne sont pas des historiens. Et donc, ils n'ont pas forcément le background nécessaire. Alors, on va dire, oui, mais ils ont une formation historique, certes, mais moi qui ai pendant plus de 20 ans formé des instituteurs, eh bien, je peux vous dire que jusqu'à l'actuelle réforme de la formation initiale des instituteurs, la formation historique sur 3 ans était de l'ordre de 75 heures. Autrement dit, c'est peau de chagrin. Hein, il y a vraiment... Voilà, on ne sait pas faire quand même énormément de choses avec si peu de temps. Alors, ça ne va pas vous rassurer, mais avec la nouvelle réforme de la formation initiale, on passe de 75 à 45 heures, ce qui ne va pas favoriser, bien entendu, les choses. Voilà, et donc, en l'absence de balises claires, il y a, parce qu'en plus au niveau des contenus, je vous passe le détail, mais au niveau des contenus, c'est assez light, et donc il y a une grande place qui était laissée à l'enseignant. Alors là, bien entendu, les enseignants vont laisser libre cours à leur centre d'intérêt personnel, et on va voir se perpétuer aussi certaines traditions d'enseignement, à savoir que traditionnellement, à peu près de la première à la 6e primaire, on aura une leçon sur le 27 septembre, une leçon sur le 11 novembre, une sur le 15 novembre, parfois une sur le 8 mai, parce que comme c'est plus congé, bien parfois ça passe à la trappe. Voilà. Et la mémoire, finalement, on la retrouvait à ces moments-là. Là, il y avait davantage d'occasions de travailler la mémoire. Alors parfois, les enseignants aussi profitaient justement de la liberté du programme pour dire ben moi je vais travailler l'évolution du mode de vie depuis les arrière-grands-parents jusqu'à aujourd'hui, et c'est l'occasion de voir quelle était la vie quotidienne par exemple en 1940-45. Mais vous voyez bien, on est là à un niveau qui est une approche de la vie quotidienne. Hein, donc on n'est pas vraiment dans l'optique de la mémoire telle que nous la traitons depuis ce matin. Alors au niveau de l'étude du milieu, là, il n'y a aucune place explicite possible pour le travail de mémoire, parce qu'on va travailler des concepts comme habiter, consommer, donc l'habitat, le commerce, la mobilité, la culture, la production et l'organisation de la société. Donc c'est une approche plutôt socio-économique, géographique, un tout petit peu historique, mais plutôt pour voir comment les villes ont évolué, et donc ça ne fait pas notre affaire ici. Pour ce qui est du programme d'histoire, donc celui-là, il est encore d'actualité. Hein. EDM et le programme d'histoire de FHG sont toujours d'actualité aujourd'hui, puisque les nouveaux programmes avec le référentiel ne seront d'application que dans 2-3 ans. Donc ici, au niveau historique, donc formation historique pour l'enseignement général et technique de transition, eh bien, vous voyez, on est là dans une approche bien sûr chronologique, hein, disons plutôt classique, avec le développement de certains concepts et de, bien sûr, comment dire, de certaines compétences et savoir-faire, mais dans une approche chronologique, ce qui fait qu'en première année, on va travailler l'Antiquité depuis la fin de la préhistoire avec les invasions indo-européennes jusque plus ou moins l'an 1000. En quatrième, pardon, on va travailler le Moyen-Âge.
et la période moderne. En cinquième, on va travailler le 19e siècle, et en sixième année, on va travailler le 20e siècle. Et donc, traditionnellement, c'est bien là, en cinquième, sixième, que seront abordées les questions mémorielles. Et donc, ça ne fait pas mon affaire au niveau de l'enseignement primaire et du début du secondaire. Alors, donc voilà, là, je vous présente rapidement, enfin je ne vais pas m'attarder, je viens de le dire. On voit un petit peu quels sont les thèmes, les thématiques qui sont développées. Donc au niveau de la cinquième, on va mettre l'accent sur l'émergence des sociétés démocratiques suite à la Révolution française. Et puis, on va aborder également l'industrialisation. Et dans ce cadre-là, on va également aborder la question de l'impérialisme européen et donc la question de la colonisation qui sera abordée là en cinquième. Et en sixième, on va aborder l'évolution de la société européenne depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à plus ou moins aujourd'hui, dans le meilleur des cas. Et donc là, forcément, on va parler des régimes autoritaires de l'entre-deux-guerres, de la Shoah et de la décolonisation. Alors, voilà, pour la formation, pour FHG, là, il y avait un peu plus de place, puisque là, on travaille par thème répartis sur donc, les 4 années, les 2e et 3e degrés. Et ces thèmes sont répartis de telle manière que dès la 3e année, on va aborder des questions qui ouvrent la perspective mémorielle avec le thème des identités et migrations, mais aussi les disparités nord-sud qui permettent là d'aborder la question de la colonisation. Et en 6e, on va aborder le thème des extrémismes. Et donc là, on va pouvoir effectivement aussi aborder la Deuxième Guerre et le génocide juif, mais pas que. Hein, c'est aussi une ouverture sur tous les génocides. Voilà, je passe rapidement parce que sinon, je vais dépasser le temps imparti. Alors, tout ça nous a amené dans le contexte où on parlait de l'enseignement, enfin de l'enseignement d'excellence, hein, du fameux pacte, des nouveaux référentiels qui étaient en cours d'élaboration, parfois très difficiles. C'est notamment le cas pour les référentiels de sciences humaines, donc formation historique, géographique, économique et sociale. Et en particulier, je vous le donne en mille, c'est le référentiel d'histoire qui a fait énormément de problèmes. Apparemment, les géographes se sont mieux arrangés entre eux, mais au niveau historique, c'était très difficile, semble-t-il. Je n'y ai pas participé, mais les échos reçus, c'était assez difficile et parfois les discussions étaient, on va dire, vives pour édulcorer un peu les choses. Alors, dans cette perspective-là, moi, je me suis interrogé, mais tiens, finalement, certes, les référentiels ne laissent pas de place à la mémoire, aux questions mémorielles, mais pourtant, moi, quand je vais en visite de stage, je vois des enseignants qui mettent en place des enseignements qui, clairement, pointent la dimension mémorielle et développent cette dimension mémorielle. Et donc, j'ai lancé une enquête auprès de nos écoles partenaires, donc c'est un peu biaisé, forcément, ça n'a pas permis de couvrir l'ensemble des réseaux d'enseignement, mais ça a permis, à travers ces écoles partenaires, j'ai pu toucher 120 enseignants de niveau primaire et de niveau secondaire inférieur, essentiellement du réseau catholique, et 45 d'entre eux ont eu la gentillesse de répondre. Voilà, j'étais un peu déçu, mais en même temps, c'est quand même pas si mal, je crois. J'ai à peu près un tiers de résultats de répondants. Alors que ressort-il de cela? Eh bien, on voit que même si les référentiels, les programmes n'abordent pas explicitement certains sujets, mémoriels, je dirais, eh bien, ces sujets sont tout de même abordés. On voit que 3 sujets en particulier sont abordés. C'est la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu couru, je dirais. Et le dernier bâtonnet, donc la question de l'immigration. Alors, pour tout dire, on est là plutôt, ce sont plutôt des enseignants de primaire qui ont répondu pour les 2 guerres mondiales, et au niveau du secondaire inférieur, ils ont plutôt répondu au niveau des questions d'immigration.
pour les raisons qu'on peut comprendre à travers les référentiels. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent ici, s'ils n'abordent pas ces sujets ou certains de ces sujets, bah c'est parce que ça ne figure pas au programme, et donc on n'a pas le temps de développer en plus de ce que le programme demande déjà. Alors, si ces sujets sont abordés, dans quel cadre le sont-ils? Moi, je voulais savoir si ça se faisait dans le cadre explicite des cours de formation historique, quel que soit le nom, éveil, études du milieu, peu importe, ou via d'autres portes d'entrée, comme des projets d'école, par exemple. Eh bien, force est de constater que c'est bien dans le cadre traditionnel des cours que ces sujets seront abordés. Et lorsque c'est abordé, c'est dans le cadre d'un enseignement récurrent. Donc les enseignants n'attendent pas qu'on parle, qu'on évoque ces sujets dans les médias, par exemple dans l'actualité, pour les aborder. Non, ils ont intégré ça de manière tout à fait permanente, je dirais, dans leur propre programmation. Mais ils reconnaissent qu'ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Ces difficultés sont bien entendu le manque de temps, parce que les programmes sont quand même lourds, et d'autre part, donc faire en plus, ça n'est pas facile, et d'autre part, ils reconnaissent manquer de ressources didactiques, et puis ce qui fait d'autant plus question pour eux, et c'est, semble-t-il, une grosse difficulté au niveau des préparations des activités, c'est la prise en compte des origines culturelles des élèves et la prise en compte aussi des émotions que cela pourrait susciter chez les élèves. Donc là, ça suscite parfois de nombreuses réticences au moment où ils doivent, voilà, ils réfléchissent énormément là-dessus pour ne pas finalement choquer, heurter ou susciter des réactions négatives de la part des élèves. Alors, lorsqu'ils abordent ces sujets, eh bien on voit, ça m'a fait un peu plaisir quand même, on voit que ce qu'ils visent surtout, c'est la rigueur scientifique, c'est l'exactitude historique. Donc couper un peu, comme on l'a déjà dit plusieurs fois depuis ce matin, couper l'herbe sous le pied à de nombreuses images fausses, mais aussi le développement d'une réflexion éthique. Et là, on est dans l'idée de l'histoire qui contribue à la formation, à l'éducation citoyenne. Pour ce qui est des modalités pédagogiques mises en œuvre, on voit qu'en fait c'est extrêmement classique. C'est essentiellement le cours magistral ou le travail ou le débat en classe, et puis c'est la visite en extérieur. Par contre, on fait très peu appel aux témoins parce qu'en fait, souvent, ils ne savent pas vers qui se tourner pour avoir des témoins. Et de même, l'intervention d'un animateur extérieur, ce n'est pas si évident que cela pour eux. Quant au type de documents qu'ils utilisent, ils vont privilégier les traces du passé, donc les reproductions de traces du passé, et d'autre part, les documentaires. Donc ça, ce sont vraiment les outils clés qui sont utilisés. Les difficultés qu'ils rencontrent en classe, eh bien, c'est souvent l'inadaptation des documents pour l'âge de leurs élèves, et dans une moindre mesure, le désintérêt des élèves, mais c'est surtout voilà, la difficulté de trouver des documents qui sont vraiment adaptés pour un jeune public. Par ailleurs, ils estiment dans leur majorité ne pas avoir reçu une formation suffisante en matière de travail de mémoire et ne pas être suffisamment outillés pour aborder ces sujets. Alors ça pose question parce qu'il existe énormément de choses, même pour l'école primaire, des livres de jeunesse, des bandes dessinées, etc., qui permettent d'aborder ces questions liées à la Première, à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah, aux migrations, etc. Mais ces outils ne sont, semble-t-il, pas ou pas assez connus dans les écoles. Alors le nouveau référentiel, quelle place va-t-il laisser? Moi, j'avais entendu dire que avec le nouveau référentiel, on allait introduire l'histoire contemporaine dans les programmes. Et donc, moi, je me suis dit, chouette, là, on va pouvoir faire des choses. Alors, est-ce que cela se vérifie? Eh bien, ce nouveau référentiel s'inscrit dans la lignée, en fait, des référentiels précédents quant aux finalités à suivre, les finalités assignées à la formation historique. Comment dire? Je suis perdu là-dessus, pardon. Donc au niveau des visées, des objectifs, ça ne change pas trop. Par contre, c'est bien au niveau de la démarche qui se veut une démarche
rétrospective, donc partir d'aujourd'hui, remonter dans le passé, revenir aujourd'hui, une perspective diachronique, donc on suit des thèmes sur les longues périodes et de manière spiralaire, les élèves vont passer par toutes les périodes. Alors on voit qu'en troisième primaire, je ne parle pas des autres années avant, parce que là on travaille que le temps, mais là il y a au niveau des savoirs culturels, vraiment des savoirs culturels liés à la mémoire, là très clairement. Par contre, ça n'a aucun lien avec les thèmes à aborder, qui sont la communication, les moyens de communication. Donc là on voit entre la reine Elisabeth et les communications, moi je ne vois pas trop le lien. En quatrième, aucune place. Cinquième, quasiment aucune place. Un petit point sur comme fait marquant, mais c'est juste un point de repère sur la ligne du temps, c'est la Seconde Guerre mondiale. En sixième primaire, là on va parler de la colonisation, mais au 15e, 18e siècle, pour dire, pour montrer les aspects négatifs de cette colonisation et un peu l'émigration. Première secondaire, on parle, je suis désolé, ça a bougé, mais c'est le fait religieux qui est développé. Et là, on ne profite pas, par exemple, des relations judéo-chrétiennes pour aborder la Shoah. En deuxième secondaire, là, on aborde la mondialisation et donc les migrations. Donc là, on peut effectivement développer cet aspect. Et la colonisation 19e, 20e, avec le cas du Congo en particulier. Mais si on s'en tient à la lettre du référentiel, là aussi, c'est une espèce de condamnation sans nuance, je dirais, de cette colonisation belge en Afrique centrale. Et en troisième secondaire, là, on a la démocratie et la citoyenneté, et on va attaquer le Troisième Reich comme négation de la démocratie, mais sans la mettre en perspective, puisqu'on ne parle pas de la Première Guerre mondiale, on ne parle pas de l'entre-deux-guerres, on passe directement de la démocratie athénienne et de l'Ancien Régime, on va passer directement, quasiment, au Troisième Reich. Et à propos de ce Troisième Reich, on voit qu'il est demandé d'aborder les discriminations, persécutions, déportations et génocides, par exemple, liés au caractère racial. Et je termine là. Voilà. Donc simplement pour dire que ce nouveau référentiel donne effectivement, ouvre des perspectives, pas en primaire, mais en début du secondaire, en deuxième et troisième secondaire. Là, je crois qu'il y aura vraiment des choses intéressantes à faire, mais il faudra certainement voir comment le référentiel va être traduit dans les programmes. J'ai un petit peu peur quand je vois les programmes de primaire qui semblent être un copier-coller du référentiel avec juste quelques exemples d'activités. Par exemple, en troisième primaire, pour la Première Guerre mondiale, c'est comment communiquait-on dans les tranchées, quoi. Enfin, c'est de cet ordre-là. Bon, ça me paraît être pour le moins réducteur et voilà, c'est rater le coche, je pense, de quelque chose qui pourrait être intéressant, même avec des petits de troisième primaire. Il y a moyen de faire d'autres choses beaucoup plus pertinentes en matière de mémoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a entendu votre appel, vigilance et esprit critique donc pour les futurs nouveaux référentiels. On va faire une petite pause comme ce matin, 15-20 minutes, petite pause café, petite pause eau, et puis on reprend.